L'énergie solaire à bas coût, c'est vraiment la promesse absolue du moment. Ah ça, on n'entend parler que de ça. Mais totalement. On ouvre n'importe quel site de commerce en ligne aujourd'hui, on est le 20 février 2026, et on nous vend le rêve ultime. L'indépendance énergétique totale, la capacité de s'affranchir du réseau. Le tout pour le prix d'un smartphone de milieu de gamme. C'est une idée incroyablement séduisante. C'est clair. Et pour voir ce qui se cache réellement derrière ces offres alléchantes, on a rassemblé une véritable montagne de données pour notre exploration en profondeur d'aujourd'hui. D'un côté, on a l'expérience du terrain, avec des bricoleurs sur Reddit qui partagent leurs victoires et surtout leurs désastres sur des forums comme Solar DIY ou DI Electronics. Il y a de quoi lire, franchement. Oui, et on a aussi des testeurs sur YouTube comme Vegas Romagnac ou Sulu Outdoors qui mettent vraiment le matériel à l'épreuve. Et puis de l'autre côté, on a plongé dans des documents techniques et légaux très denses. Des rapports d'EDF, des coflots de l'UFC Que Choisir, la plateforme HelloWatt, le site Batterie Solaire, et même un rapport exhaustif du gouvernement canadien sur les chaînes d'approvisionnement. Un programme bien chargé. Exactement. L'objectif de cette analyse, notre mission aujourd'hui, c'est de séparer la physique de la fiction, comprendre les voies, qui sont particulièrement strictes en France d'ailleurs, et de voir ce que coûte réellement cette électricité soi-disant gratuite. Et c'est une exploration absolument nécessaire en ce moment. L'écart entre ce qu'une publicité ciblée affirme sur les réseaux sociaux et la réalité d'une installation électrique sécurisée, c'est juste vertigineux. C'est le grand écart. Voilà. Il y a un monde entre brancher une petite lampe de camping et essayer de faire fonctionner une maison ou, pire, recharger une voiture avec des panneaux qui arrivent pliés en 4 dans un carton. D'accord, décortiquons tout ça. Prenons l'exemple parfait qui revient sans cesse sur les forums. On tape kit solaire autonome sur une plateforme de vente et on tombe sur une offre qui paraît irréelle. Un système de panneaux dit flexible de 2400 watts pour à peine 850 € ou dollars. Sur le papier, on se dit que c'est l'affaire du siècle, qu'on va recharger sa voiture électrique tranquillement dans son jardin. C'est ça. Mais quand on regarde les retours sur Reddit, c'est la douche froide. Il y a cet utilisateur qui a soumis le lien du produit à FakeSpot. C'est un algorithme qui détecte les faux avis. Et le résultat ? Un F majuscule, la pire note. Les avis sont fabriqués de toutes pièces. Ce qui n'est pas surprenant quand on regarde les simples lois de la physique. En fait, la densité énergétique d'un panneau solaire rigide standard, donc la technologie la plus fiable actuellement, ça tourne autour de 15 watts par pied carré, soit environ 150 à 200 watts par mètre carré en plein soleil. D'accord. Pour obtenir 2400 watts réels, il faudrait installer plus d'une dizaine de mètres carrés de surface de captation. Quand une annonce prétend fournir cette puissance avec 3 panneaux souples qui tiennent dans le coffre d'une petite citadine, on défie littéralement les lois de la thermodynamique. La physique ne fonctionne tout simplement pas comme ça. Non, impossible. C'est exactement ce qu'a prouvé la chaîne YouTube Vegas Romagnac. Il a sorti ses appareils de mesure en plein désert. Sous un soleil écrasant, il avait 2 panneaux vendus comme étant des 100 watts. Les fameux 100 watts marketing. Le premier, un panneau rigide de la marque Colson, prenait pas mal de place et a réussi à sortir 97 watts de manière très stable. Franchement, très honnête. C'est un excellent score. Mais le deuxième, un panneau de la marque EcoWorthy, beaucoup plus compact, a péniblement plafonné à 70 watts. C'est là qu'on comprend que la taille physique d'un panneau solaire est presque le seul indicateur honnête de sa capacité. Peu importe ce que dit l'autocollant au dos. La surface, c'est le collecteur. Pas de surface, pas d'énergie. C'est mathématique. Et cette exagération systématique des capacités touche vraiment tous les niveaux de gamme. Regardons le test de Sulu Outdoors dans nos notes. Ils ont évalué le Flex Solar S20. C'est un tout petit panneau portable vendu autour de 35 $ canadiens. Oui, j'ai vu cette vidéo. Le testeur a passé plus d'1 heure à ajuster méticuleusement l'angle du panneau pour suivre la course du soleil. Tout ça pour recharger un smartphone S20 de seulement 14%. C'est un chargeur très lent. C'est un excellent outil de survie pour éviter de perdre le signal GPS en randonnée, c'est certain. Mais c'est vendu avec des images de personnes alimentant des ordinateurs portables en pleine forêt. Mais attendez, comment des marques peuvent-elles s'en tirer avec ça sur de si grandes plateformes de commerce.g? J'ai vu une discussion fascinante dans nos sources sur la logistique même de ces sites. Quelque chose appelé la gestion des stocks mélangés, le commingled inventory.
Qu'est-ce que c'est exactement? C'est un véritable cauchemar pour la traçabilité. Imaginez un immense entrepôt logistique. Si 3 vendeurs différents proposent exactement le même panneau solaire avec le même code barre, la plateforme ne va pas créer 3 espaces de stockage séparés. Elle met tout dans le même bac géant pour gagner de la place et du temps. D'accord, je vois le problème arriver. Le problème, c'est qu'un vendeur honnête peut envoyer des panneaux certifiés de qualité A, mais un vendeur frauduleux peut envoyer, sous ce même code barre, des panneaux de qualité B, c'est-à-dire fabriqués avec du silicium recyclé plein d'impuretés ou présentant des micro-fissures internes. Donc en gros, quelqu'un peut commander le produit chez le vendeur super réputé, payer le prix fort, mais le robot de l'entrepôt attrape le panneau contrefait du vendeur frauduleux parce qu'il est dans le même bac. Ouais. Précisément, l'acheteur reçoit un produit défectueux, laisse un avis désastreux sur la page du vendeur honnête et la confusion est totale. C'est pour cela que s'équiper en solaire sur des plateformes généralistes ressemble souvent à jouer à la roulette russe avec le matériel. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on voit sur les forums Reddit, notamment The Electronics, une énorme tendance de gens qui veulent sauter le pas. Ils ne veulent plus juste recharger un téléphone en camping, ils veulent utiliser ces kits bon marché pour recharger leur véhicule électrique en étant totalement hors réseau. On passe d'un petit chargeur USB à un système haute tension. Exactement. Et c'est là que le manque de connaissances techniques devient dangereux. Pour qu'une batterie de voiture, ou même une maison, puisse utiliser l'énergie des panneaux solaires, il faut un onduleur. Les panneaux produisent du courant continu, le DC. La voiture, elle, a besoin d'un courant alternatif, le AC, pour faire fonctionner son électronique embarquée avant de les stocker. Et c'est l'onduleur qui fait cette traduction. Voilà. Un onduleur de qualité, dit pur sinus, va recréer une onde électrique parfaitement lisse et arrondie, identique à celle du réseau national. Son rendement est excellent, souvent entre 88 et 96%. J'imagine que les kits à 800 € dont on parlait tout à l'heure ne fournissent pas ce type d'onduleur de pointe. Loin de là. Ils fournissent des onduleurs à ondes modifiées ou pseudo-sinus. Au lieu d'une belle courbe fluide, ils recréent l'onde électrique en faisant des sauts brutaux, ce qui donne un signal en forme d'escalier très agressif. Visuellement, ça doit être saccadé. Si on branche une simple ampoule à filament là-dessus, elle va s'allumer, peut-être en grésillant un peu, mais si on branche l'électronique de puissance ultra sophistiquée d'un véhicule électrique, c'est une attaque en règle contre le matériel. Ce signal haché provoque des pics de tension destructeurs. C'est ce qu'on appelle un échauffement inductif. Les condensateurs du chargeur de la voiture doivent encaisser des chocs électriques des milliers de fois par seconde. D'ailleurs, j'ai lu ce fil de discussion incroyable sur Reddit concernant un propriétaire de Renault Zoé. La Zoé est très populaire en France, mais apparemment son chargeur embarqué, le système Caméléon, est d'une sensibilité extrême. Ce type a branché sa voiture sur un onduleur bon marché. Au début, ça a semblé fonctionner, puis boum, le tableau de bord s'illumine en rouge avec le message « Charge impossible ». Le scénario catastrophe? Résultat des courses, le chargeur embarqué a littéralement cramé de l'intérieur. La facture chez le garagiste annonçait 3 000 €. Tout ça pour économiser quelques euros d'électricité avec un kit discount. Que recharger un véhicule électrique sur une simple prise domestique avec le câble fourni entraîne une perte énergétique d'environ 30% juste pour convertir l'énergie alternative en énergie continue dans la batterie de la voiture. Attendez, 30% de perte. Si j'ai un petit système hors réseau et que la météo est moyenne, perdre un tiers de ma récolte d'énergie dès la première étape de charge, c'est juste catastrophique. Et ça empire avec les régulateurs de charge inclus dans les kits premier prix. Ce sont souvent des régulateurs PWM. Pour utiliser une analogie simple, un PWM, c'est comme essayer de remplir un petit verre d'eau avec une lance à incendie. Le système coupe brutalement la pression excédentaire que le panneau envoie. Ça gaspille énormément d'énergie. Alors que les pros utilisent autre chose. Les installations sérieuses utilisent des régulateurs MPPT. Ils agissent un peu comme une boîte de vitesse automatique intelligente. Ils ajustent la tension et l'intensité en temps réel pour capturer chaque goutte d'énergie. La différence de rendement est énorme, de l'ordre de 20 à 30% en plus. En cumulant un mauvais régulateur et la perte de conversion de la voiture, il ne reste quasiment rien de l'énergie solaire initiale. Mais alors, si c'est si inefficace et potentiellement dangereux, pourquoi est-ce qu'on voit autant de publicité pour des kits dits plug and play en France? Vous savez, ces panneaux qu'on pose dans le jardin et qu'on branche directement sur une prise murale du salon. Le marketing donne l'impression que c'est un jeu d'enfant. Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est simple en apparence, mais c'est un véritable champ de mine réglementaire. La législation française est très stricte sur la sécurité électrique domestique.
Elle est régie par la norme NFC 1500. Cette norme subit actuellement une refonte majeure, avec des applications obligatoires pour septembre 2025. Oui, Et une des clauses fait trembler le marché des kits plug and play. j'ai vu ça en parcourant les documents. Il est écrit qu'un générateur d'énergie ne doit pas être connecté à un circuit terminal via une simple prise de courant. Mais pourquoi? Quel est le risque fondamental si quelqu'un branche juste un panneau sur sa prise de terrasse? Le risque, c'est l'emballement thermique. Une prise murale standard en France est conçue pour donner du courant, pas pour en recevoir massivement et en continu pendant des heures. La limite d'injection tolérée pour éviter l'échauffement des fils dans les murs est de 900 watts. Ah oui, c'est assez bas. Si un bricoleur décide de brancher un gros kit solaire en leur accordant une multiprise qui va vers sa prise murale, les câbles à l'intérieur des cloisons vont chauffer lentement. C'est un risque d'incendie silencieux et totalement invisible jusqu'à ce qu'il soit trop tard. D'accord, donc supposons que quelqu'un veuille faire les choses bien, il décide d'installer des panneaux solides sur le toit de son cabanon, il ajoute une batterie de stockage pour charger sa voiture la nuit, et il fait son câblage lui-même de manière très propre. Est-ce qu'il est dans la légalité si c'est bien fait? Non, absolument pas. À moins d'affronter une bureaucratie redoutable. Dès l'instant où une batterie est ajoutée à une installation en France, le système devient complexe aux yeux de la loi. Il faut des certifications. Exactement. Il faut obtenir une attestation consuelle, spécifiquement l'attestation violette. C'est un inspecteur qui vient vérifier tout le travail. Et la bête noire des bricoleurs, c'est le test de mise à la terre. Obtenir la résistance ohmique exacte exigée pour dissiper la foudre ou un court-circuit, c'est très difficile sans équipement professionnel. Et ce n'est pas tout, non? Non, par-dessus ça, il faut signer une convention CACSI avec Enedis, le gestionnaire du réseau, pour les informer qu'il y a un point de production d'énergie chez soi. Et si la personne ne dit rien? Si elle cache son installation derrière sa haie et qu'elle ne déclare rien à personne, au final, qui va le savoir? La compagnie d'assurance le saura le jour où il y aura un problème. C'est là que le piège se referme violemment. Les contrats multirisques habitation stipulent que toute modification technique de la maison est une aggravation de risque. Et ça a des conséquences lourdes. Si un incendie se déclare, même s'il vient de la gazinière dans la cuisine et n'a absolument rien à voir avec les panneaux solaires, les experts en assurance vont fouiller les décombres. S'ils trouvent une installation solaire sauvage, non déclarée, sans attestation consuelle, ils ont le droit absolu de rendre le contrat nul et non avenu. Le propriétaire ne touche aucune indemnité. Zéro. C'est glaçant. On parle d'économiser quelques centaines d'euros à l'achat pour risquer de perdre la valeur entière de sa maison sans aucun filet de sécurité. Surtout que nos documents rappellent que pour les véhicules électriques, toute borne de recharge dépassant 3,7 kW doit légalement être posée par un électricien ayant la certification IRV. Bricoler une borne de 7 kW soi-même avec des tutos YouTube, c'est jouer avec le feu, au sens propre comme au sens figuré. Et le matériel bon marché ne résiste d'ailleurs pas longtemps aux éléments de toute façon. La France connaît des épisodes météorologiques de plus en plus violents ces dernières années. Justement, parlons du climat et de la météo. Nos sources mentionnent la norme CI 61205. Bon, ça ressemble à du jargon technique d'ingénieur. Ça veut dire quoi concrètement quand on achète un panneau solaire? Concrètement, ça veut dire que le panneau a été placé dans un laboratoire et qu'on lui a littéralement tiré dessus avec des canons à glace. La norme exige que le verre survive à des impacts de grêlons de 25 mm projetés à plus de 80 km/h. Un panneau professionnel posé par un installateur certifié possède cette norme. Et les kits en ligne? Les panneaux souples ou les premiers prix sans marque sur Internet ne l'ont presque jamais. Et quand l'orage passe, le panneau bon marché semble peut-être intact de l'extérieur. Mais j'ai lu qu'il se passe des choses à l'intérieur, cette fameuse dégradation induite par le potentiel, ou PID en anglais. C'est une excellente comparaison. La grêle va créer des micro-fissures dans la résine ou le silicium, invisibles à l'œil nu. L'humidité de la pluie va s'y infiltrer. Et cette humidité crée des petits courts-circuits internes entre les cellules solaires et le cadre en aluminium. La tension électrique commence à fuir. C'est ça le PID. La dégradation est rapide, hein. En quelques mois, un panneau qui produisait 200 watts n'en produira plus que 50, puis mourra complètement. L'investissement est totalement perdu. Et ça nous amène à un point de l'analyse qui est beaucoup plus profond que la simple perte financière. Quand on regarde ce rapport du gouvernement canadien, et pour être très clair, on ne prend aucun parti ici en se contentant d'examiner les données factuelles publiées dans ces documents, sans entrer dans un débat politique, mais il y a une réalité assez sombre concernant l'origine de ces composants à très bas prix. Le polysilicium, qui est le matériau de base absolu pour fondre les cellules solaires, d'où vient-il en majorité?
Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, les enquêtes du Tech Transparency Project et les rapports gouvernementaux indiquent qu'environ 45% de la production mondiale de polysilicium provient de la région du Xinjiang, en Chine. Et ces documents détaillent des risques majeurs concernant la chaîne d'approvisionnement, avec des preuves pointant vers le recours au travail forcé impliquant la minorité ouïghour. Les indicateurs mentionnés dans le rapport font d'ailleurs froid dans le dos. Ils recommandent aux entreprises de surveiller si leurs fournisseurs ont des usines construites littéralement à côté de complexes de détention, ou s'ils utilisent de la main-d'œuvre transférée par des programmes d'État. C'est le vrai coût caché derrière le panneau pas cher qu'on met dans son panier virtuel à 2 heures du matin. C'est une chaîne d'approvisionnement extrêmement complexe et très difficile à auditer pour un acheteur individuel. Et l'impact de ces achats impulsifs ne s'arrête pas à la fabrication, il concerne aussi la fin de vie du produit. En France, la gestion des déchets solaires est pourtant très bien organisée. L'éco-organisme Soren parvient à recycler 94% des matériaux d'un panneau classique. Il récupère le verre, l'aluminium, les câbles en cuivre et arrive même à purifier le silicium pour de nouveaux usages. Le système repose sur l'honnêteté des vendeurs. Quand quelqu'un achète un panneau certifié en France, il paye une éco-participation de quelques euros qui finance Soren. Mais les forums et les enquêtes montrent que des milliers de vendeurs tiers sur les grandes plateformes de livraison esquivent totalement cette taxe. Ils génèrent ce qu'on appelle des panneaux orphelins. Comme nous l'avons vu, à cause de la grêle, du PID ou de l'électronique de mauvaise qualité, ces panneaux discount ont une durée de vie qui excède rarement 5 à 10 ans, contre plus de 25 ou 30 ans pour un bon matériel professionnel. Donc ils finissent vite à la poubelle. Lorsqu'ils meurent prématurément, ils atterrissent à la déchetterie locale. La collectivité et l'État doivent assumer le coût colossal du recyclage de tonnes de déchets électroniques pour lesquels aucune éco-participation n'a jamais été versée. C'est une double peine écologique et économique. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Avec toutes ces informations, l'UFC Que Choisir a fait les calculs mathématiques pour voir si le solaire reste financièrement intéressant. Les chiffres sont clairs. Si on passe par un artisan certifié RGE pour mettre des panneaux sur un toit, disons une installation typique de 3 kWh, l'investissement de base pique un peu. Mais avec la fiabilité du matériel, la prime à l'autoconsommation de l'État et surtout l'obligation d'achat d'EDF qui rachète chaque watt non consommé, l'installation est généralement amortie en 7 à 10 ans. Et concernant les kits plug-and-play de marques sérieuses, on parle de marques citées dans l'étude comme Synology ou BM, qui coûtent entre 400 et 800 euros. D'ailleurs, petite précision amusante de l'UFC, ces kits sont censés être simples à installer, mais un seul panneau pèse souvent entre 20 et 30 kilos. Il vaut mieux être en forme pour les manipuler. Mais côté finance, ça s'amortit plus vite, entre 4 et 6 ans selon l'étude. Oui, mais c'est là qu'intervient le concept le plus mal compris de l'énergie solaire, le talon de consommation. Pour amortir un kit plug-and-play, il faut consommer l'électricité au moment exact où le panneau la produit. Le talent, c'est la consommation de base. C'est ça. Le talent, c'est ce que la maison consomme en permanence quand il n'y a personne, le réfrigérateur, la box Internet, la VMC. Si ce talent est de 150 watts et que le panneau produit 400 watts à midi en plein été, alors les 250 watts restants partent directement dans le réseau national. Et comme il n'y a pas de contrat officiel de rachat avec Enedis ou EDF pour ces kits d'appoint, cette électricité s'en va gratuitement. On fait littéralement cadeau de son énergie au réseau, ce qui repousse l'amortissement du kit de plusieurs années, rendant l'opération presque inutile sur le plan purement comptable. sans une synchronisation intelligente entre ce qui est produit et ce qui est consommé, par exemple en déclenchant la charge du véhicule électrique uniquement quand le soleil est au zénith, l'équation financière s'effondre totalement. En explorant toutes ces données, le constat est saisissant. La volonté de se tourner vers l'énergie solaire est essentielle aujourd'hui. Mais penser qu'on peut y arriver en contournant les règles de la physique, de la légalité et de l'éthique grâce à de bonnes affaires en ligne, c'est une illusion complète. Entre les onduleurs destructeurs, les risques d'incendie dans les murs, l'absence de certification et la réalité du travail forcé dans la chaîne d'approvisionnement, le coût réel du pas cher est finalement exorbitant. Cela soulève une question importante, une perspective plus large sur ce que nous construisons. Nous constatons un engouement massif pour cette microproduction d'énergie décentralisée. Des milliers de personnes veulent bricoler leur propre petite centrale électrique pour se détacher du réseau principal. C'est l'objectif du mouvement Do It Yourself. Mais si des millions de citoyens installent des kits solaires non régulés, instables, qui injectent ou coupent du courant de manière imprévisible au gré des nuages ou des pannes de matériel bon marché,
Est-ce que nous sommes en train de créer une société plus résiliente? C'est la grande question. Ou sommes-nous simplement en train de transformer le réseau électrique national en un cauchemar instable, tout en multipliant les risques de départ de feu massifs dans nos propres quartiers lors de la prochaine grande canicule? Si le but ultime est l'indépendance totale vis-à-vis du réseau local, comment réconcilier ce rêve avec la réalité d'une dépendance absolue envers des chaînes d'approvisionnement mondiales opaques et ultra complexes pour obtenir les composants eux-mêmes? C'est une réflexion qui mérite qu'on s'y arrête longuement. L'autonomie totale est peut-être moins une question de survie individuelle que de responsabilité collective. L'indépendance énergétique est un sujet complexe et elle demande de la nuance, de l'expertise et surtout énormément de prudence. Merci d'avoir plongé avec nous dans cette exploration en profondeur aujourd'hui. On espère que tous ces éléments de compréhension aideront à éclairer les futurs projets de ceux qui souhaitent se lancer. Restez curieux, analysez vos sources et à très bientôt pour une nouvelle analyse